Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le point de mes lectures du mois d'avril. Petit mois. J'ai lu... J'aurais peut-être dû faire... Ouais, donc... Pour le mois d'avril, j'ai lu 5 romans et 3 graphiques. Donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai d'abord commencé le mois avec 2 SP de service presse que j'ai eu via NetGalley. Donc tout d'abord, c'était Élévation de Stephen King. Donc sa nouvelle nouvelle qui est parue début avril. Alors, comment dire, ça change quand même pas mal de ce que j'ai l'habitude avec King. Enfin, pas que j'ai lu beaucoup de King, hein, mais là, il n'y a pas du tout d'horreur. On est plutôt dans un conte moderne où, en fait, le personnage principal, il y a très peu de fantastique. La seule partie fantastique, on va dire, c'est que le personnage principal perd du poids. Visuellement, il est comme d'habitude, bon américain, assez baraque, mais il perd du poids, petit à petit, jusqu'à finir par graviter. Et au final, cette partie fantastique est pas si importante que ça, c'est juste un déclencheur pour lui, pour changer les choses dans sa vie, ses relations, notamment avec ses voisines. Et c'est super touchant, c'est une ode à la tolérance, à l'ouverture vers les autres, apprendre plus des autres pour justement être plus tolérant. C'était vachement bien, enfin totalement différent du King habituel. Il y a toujours sa plume qui est magnifique, et c'est un conte tout en douceur, tout en poésie. J'ai adoré, c'était vachement bien. Ensuite, j'ai terminé L'année où je t'ai rencontré de Cecilia Ahern. Alors là, beaucoup moins bien. J'ai mis très longtemps à lire ce livre. Je pense qu'il m'a pris 3 semaines si c'est pas un mois. Alors je ne sais déjà plus le nom des personnages. En gros, on suit une jeune femme très carriériste elle passe son temps à monter les boîtes et à les revendre. Là, elle s'est fait virer, je ne sais plus trop bien comment, mais elle s'est fait virer de sa boîte et elle n'a plus le droit de se faire réembaucher pendant 1 an. Donc pendant 1 an, elle est payée par son ancienne boîte pour ne pas aller travailler dans une autre boîte. En gros, elle est au chômage, mais elle est sacrément bien payée pour du chômage et elle doit attendre 1 an avant de travailler. Et genre, c'est la chose la plus horrible du monde pour elle, c'est qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle est payée très confortablement à ne rien faire. Et elle s'en plaint. Et moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Elle se plaint sur des choses alors qu'elle est hyper privilégiée. Ce qui m'a assez agacée, elle est pleine de préjugés, notamment autour de tous ses voisins qu'elle découvre, puisqu'elle était tout le temps au boulot, elle connaissait pas ses voisins. Et elle est pleine de préjugés, donc elle se retrouve... En fait, l'un de ses voisins perd lui aussi son travail au même moment. Ils vont se retrouver au chômage en même temps et ils vont apprendre à se découvrir l'un l'autre. Et j'ai longtemps attendu que l'histoire commence. Mais elle n'a jamais commencé. J'ai fermé le livre et l'histoire n'avait toujours pas commencé. On lit tout ce qui leur arrive pendant 1 an, mais en fait, il leur arrive rien, quoi. C'est la vie de tous les jours des gens normaux. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. J'avais jamais lu de Cecilia Ahern. J'en avais entendu beaucoup de bien, je m'étais dit je vais me lancer avec son nouveau. Mais je suis pas sûre de continuer, hein, parce que vraiment ça l'a pas fait avec moi. Non, ça l'a pas fait. Puis alors ça découline de bons sentiments, non, c'était vraiment pas fait pour moi. Ensuite passé, c'était le challenge des finalistes du PLIB. Donc au mois d'avril, on mettait en avant Terre de brume de Cindy Van Wilder, donc que j'ai déjà lu il y a plusieurs mois. Je vous renvoie vers mon blog si vous voulez mon avis. Je ferai certainement une autre vidéo avec tous les finalistes du PLIB, peut-être même toutes mes lectures du PLIB 2019, je sais pas, on verra plus tard.
Mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez un avis de Terre de Brume, c'est sur le blog. Et donc par contre, là, donc pour le challenge, il fallait soit lire un livre de l'autrice, Cindy Van Wilder, ou de la maison d'édition de Terre de Brume, c'est-à-dire Rajo. Donc j'ai d'abord commencé avec un livre de Cindy Van Wilder qui était dans ma palle depuis cet été. Parce que j'en ai entendu parler, mais comme tout le monde sur Booktube, énormément. Donc j'avais craqué d'occasion quand je l'avais trouvé. Et voilà. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. J'ai beau avoir entendu parler de la saga un nombre incalculable de fois, je ne savais toujours pas de quoi ça parlait. Donc on commence avec Peter, qui est en train de se faire attaquer et qui se fait sauver de justesse par sa maman. Et là, elle l'emmène dans un endroit assez secret où on va lui faire découvrir toute l'histoire de ses ancêtres. Et moi, vraiment ce que j'ai adoré, c'est justement la grosse partie, où on est avec ses ancêtres en plein milieu du Moyen-Âge, dans une petite bourgade française, vraiment paumée, c'est le Moyen-Âge, en même temps il n'y a pas beaucoup de grosses villes. Et ces petits villageois vont être légèrement enquiquinés par des fées. Et pas les gentilles petites fées, clochettes avec des paillettes, tout ça. Non, là, les fées, elles sont méchantes. Et puis, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons. On n'y pense pas assez. Il y a aussi des garçons fées. J'ai beaucoup aimé. Surtout cette partie au Moyen-Âge. Je m'y attendais pas. En même temps, je savais pas de quoi ça parlait. Donc, je pouvais pas m'attendre à grand-chose. Mais j'ai beaucoup aimé. Tellement que j'avais pas encore terminé le livre. Que j'ai acheté le tome 2 et 3. Parce que je suis tombée dessus... par hasard en occasion, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et oui, donc du coup, tome 2 et 3 à venir bientôt, parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc ensuite, toujours dans le challenge, il fallait lire un livre de Rajo. Et donc en tant que juré du PIB, on avait reçu quelques livres de la maison d'édition Rajo, dont Terre de Brume. Et aussi, donc là j'ai lu, moi c'était Les filles de l'astrologue. Le premier tome de Laurence Chac et Françoise de Guibert, donc chez Rajo. Là, c'est l'histoire de 3 sœurs et une cousine qui habitent avec eux, mais c'est comme si elles étaient toutes sœurs. Elles habitent dans un château, enfin un petit manoir. On est fin 18e. Leur papa est astrologue, tout va bien. Sauf que, donc fin 18e, on est en pleine époque de l'affaire des poisons. Et... alors, je sais plus, le 15 il me semble. Ouh, la honte. Enfin, le roi, empêtré dans cette affaire des poisons où l'une de ses maîtresses est un peu trop prise dedans. Et du coup, suite à cette affaire, peu importe, il l'interdit tout simplement la pratique de l'astrologie, ce qui est bien embêtant pour le papa qui est astrologue, et du coup il se fait carrément embarquer par la police de l'époque et mis en prison. Donc les 4 jeunes filles qui sont adolescentes, jeunes ados, doivent se débrouiller toutes seules. Là-dessus on leur confisque aussi le manoir, donc il leur arrive plein de péripéties où au départ l'idée de base c'est qu'elles veulent aller à Paris pour sauver le papa. Mais au final, dans ce premier tome, il leur arrive tellement de choses qu'on n'est toujours pas... le papa est toujours... En fait, il se passe énormément de choses, plein de péripéties, et en même temps, ça n'avance absolument pas. Parce qu'à la fin de ce premier tome, rien n'a avancé sur le fond du problème, le fait qu'on leur a enlevé leur habitation, que ce papa est toujours en prison, rien n'a avancé là-dessus. Elles ont juste réussi à se retrouver, puisqu'il y a tellement de péripéties qui y arrivent dans ce livre que on est déjà content à la fin qu'elles arrivent juste à se retrouver entre elles. Donc on n'avance pas sur la trame de fond. Je pense pas que je continuerai cette série, c'était vraiment... je pense que c'est trop jeunesse encore pour moi. Je suis plus la tranche d'âge, je pense que j'aurais adoré quand j'avais une dizaine d'années, surtout pour le côté historique est quand même bien amené.
C'est pas trop compliqué justement pour la cible de lecteur, mais c'est là. Et ça, c'est quand même bien exploité. Mais voilà, c'est rebondissement sur rebondissement. Il leur arrive un problème, on le règle. Il leur arrive un problème, on le règle. Et en fait, on fait que ça. Problème, résolution, problème, résolution, problème, résolution, problème, résolution. Chacune de leur côté. Et rien n'avance. Ça m'a pas transcendé. Je pense pas que je lirai la suite. Je pense que je suis simplement plus la cible. Mais voilà, je pense que quand j'avais 10 ans, il y a un certain temps, j'aurais adoré. Mais je n'ai plus 10 ans. Ensuite, pour le dernier roman que j'ai lu au mois d'avril, c'était également un SP d'ailleurs de chez Calais, que j'ai lu sur ma liseuse. C'était L'île aux enfants de Ariane Bois. Alors, la maison d'édition me semble que c'est chez Belfond. Je vous l'écrirai si je me suis trompée. Et alors là, waouh! Ça a été une belle découverte, une belle claque aussi. L'île aux enfants, ça nous raconte l'histoire de jeunes enfants réunionnais qui, dans les années 60, ont été enlevés à leur famille par le gouvernement français. Ils ont été totalement déracinés de leur île pour être amenés en France et être adoptés dans des régions qui n'étaient pas assez peuplées, comme, je ne sais pas, la Creuse par exemple, la Lozère, des endroits un peu paumés. Pour repeupler ces endroits, ces fermes. Et on suit au départ l'histoire de... C'est Pauline, la maman. De Pauline qui, donc, son enlèvement avec sa petite sœur, leur arrivée en France où elles ont froid, elles comprennent pas ce qui se passe, elles sont séparées. Ensuite, Pauline arrive dans une famille où vraiment, on sait pas, enfin, je sais pas pourquoi ces gens ont pris des enfants. Ils ont aucun amour pour ces enfants parce qu'il y a elle et un autre garçon. Et autant elle, limite, est chanceuse parce qu'elle vit à l'intérieur de la ferme, dans la maison. Elle va à l'école, mais ce petit garçon, il est juste là pour être presque esclave, quoi, parce que on peut même pas dire qu'il est là pour travailler à la ferme en tant qu'ouvrier. Il est pas logé, il est à peine nourri, il est certainement pas payé. Pour moi, il est considéré comme un esclave, cet enfant. Et c'est révoltant de se dire que des choses pareilles ont existé en France il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans. Et après, il y a toute la... Heureusement, Pauline change de famille. Elle arrive dans une famille beaucoup plus aimante, mais où il y a toujours ce poids du secret autour. Parce qu'on n'a jamais dit à Pauline qu'elle était adoptée au final, parce qu'elle a un grave problème de santé qui fait qu'elle oublie beaucoup de choses de son enfance. Et après, il y a toute cette reconstruction aussi. Comment un enfant peut grandir sans connaître son histoire. Donc toute la deuxième partie, c'est la fille de Pauline, qui part à la recherche, qui entend à la radio cette histoire d'enfants réunionnais qui ont été pris comme ça. Et elle se pose des questions justement sur sa mère qui ne parle jamais de ce qui lui est arrivé. C'est que sa mère elle-même ne se rappelle pas de ce qui lui est arrivé. Et donc c'est sa fille qui part à la recherche des racines de sa mère, qui fait beaucoup de recherches, qui part à la Réunion. Et c'est hyper touchant, hyper poignant. C'est à découvrir, franchement c'est à découvrir parce que c'est une histoire, moi, que je ne connaissais absolument pas et je ne pense que je ne suis pas la seule. Et il faut que cette histoire soit connue. Même si c'est pas glorieux en tant que Français, ça fait partie de notre histoire. Et voilà, ça fait partie de l'histoire, il faut pas l'oublier. Et il faut pas oublier ce que ces enfants ont traversé. Voilà. Et maintenant, on va passer à quelque chose de totalement différent, mes 3 lectures graphiques. Alors, tout d'abord, j'ai lu le tome 3 de l'Atelier des sorciers. C'est l'Atelier des sorciers, si vous ne connaissez pas, on est un
peu dans un univers à la Harry Potter quelque part, puisqu'on suit Coco. Coco n'a absolument pas de pouvoir magique. Elle aimerait bien, mais elle ne fait pas partie d'une famille de magiciens, donc ce n'est pas possible, enfin de sorciers pour le coup. Donc pour elle, ce n'est pas possible, sauf que dans le tome 1, elle va découvrir comment devenir malgré tout une sorcière. Et donc dans le tome 2 et 3, on suit ses débuts en tant qu'apprentie sorcière, où elle est dans la classe de ce monsieur. Alors reprenons après avoir été coupée. Je vous parlais donc de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Donc ce mois-ci j'ai eu le 3e tome. Les graphismes, comme je vous disais, sont toujours aussi beaux. Il suffit de voir cette magnifique couverture. Et on a de très belles doubles pages aussi à l'intérieur, si je vous en trouve une. Alors, je l'ai trouvé du premier coup hier, mais c'est à couper. Voilà. Hop, regardez-moi de ça. C'est sublime. L'histoire se complexifie de plus en plus. Il y a de très beaux messages. Voilà, les filles qui se soutiennent entre elles, le droit à l'erreur, le fait qu'on apprend par l'erreur. C'est vraiment très sympa. Et j'ai hâte de lire le tome 4 qui est juste à la suite. J'ai lu le premier tome de Un autre regard de Emma. Ce sont plusieurs planches sur... L'autrice nous parle de certains faits d'actualité et nous donne ses points de vue dessus. Alors, on peut être d'accord pas sur tout, ou sur certaines choses et pas sur d'autres. Disons que ça permet de déclencher certaines réflexions, ce qui est toujours intéressant. Après, clairement, je ne vais pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est mis dans la BD. Néanmoins, je lirai le second tome, parce que ça reste quand même très intéressant. Et enfin, j'ai lu L'Adoption, le premier tome, qui s'appelle Kinaya, de Zidrou et Arnaud Morin. Donc Kinaya, c'est l'histoire d'une petite fille du Pérou qui est adoptée par des parents en France. Et c'est surtout vu par le grand-père. Et oui, je m'attendais à une histoire un peu feel good, toute gentillette, sur ce grand-père qui découvre sa petite fille. Et c'est un peu ça quelque part. Il y a toute une partie où c'est ça, mais c'est pas que ça. Et c'est pas que du feel good non plus, la fin a broyé le cœur. Et oui, voilà. En tout cas, j'ai immédiatement réservé le second tome et je l'attends de pied ferme. Voilà. Ce sera tout pour ce point lecture du mois d'avril. Je m'excuse pour le bruit de fond des enfants qui jouaient juste à côté. Et puis je vous retrouve bientôt.